Malgré ce verdict, M. Gbagbo prête serment, garde le contrôle de la télévision publique, du siège du gouvernement, des locaux des différents ministères dans le quartier administratif du plateau. Ce maintien du pouvoir sans titre est dénoncé par l'opposition ainsi que par la communauté internationale. Dans ce bras de fer, le contrôle de la rue devient la ressource principale du jeu politique, d'autant plus que les multiples tentatives diplomatiques pour amener M. Gbagbo à céder pacifiquement le pouvoir s'avèrent vaines. Le rôle joué par les jeunes patriotes dans la vague de violence qui se déchaîne au cours de la crise post-électorale s'inscrit dans la continuité d'une décennie de crise dont j'ai rappelé les grandes lignes au début de ma présentation. Il s'ensuit que, contrairement à son caractère apparemment spontané, la mise en place des barrages et le pillage systématique n'est qu'un instrument politique, lucidement planifié, rapidement mis en place. Cela est aussi confirmé par la dynamique de prolifération des barrages, des pillages et des violences ciblées, survenant quelques heures après la tenue de la fameuse Assemblée générale de la Galaxie patriotique, le 24 février 2011 à Yopougon, dont l'accusation a relaté ce matin. Et c'est Charles Blé Goudet qui préside cette assemblée. Il appelle les jeunes patriotes à leur rôle de cordon humain de sécurité du président Gbagbo, en les incitant à s'organiser en comité. Ces comités étaient destinés non seulement à empêcher le déplacement de l'ONUCI, perçu comme complice des forces anti-Gbagbo, mais également à trouver et à chasser les étrangers à Abidjan et dans le reste du pays. Vous avez déjà entendu cette citation. Vérifiez les entrées et les sorties de vos quartiers et dénoncez toutes les personnes étrangères qui viennent dans votre quartier. À la suite de ces mots d'ordre du leader, le phénomène des barrages se généralise aux alentours des fiefs électoraux de Laurent Gbagbo. Il gagne rapidement la commune de Yopougon, qui se transforme subitement en un gigantesque tamis. Des barrages sont dressés çà et là à partir de sacs de sable et de débris d'étal. Sans exception, les véhicules sont méticuleusement fouillés. Les passagers sont sommés de descendre à chaque checkpoint pour être palpés. Les sacs à main des passagers sont fouillés, les papiers d'identité contrôlés. Par ailleurs, les individus étrangers aux différents quartiers sont détectés et soumis à un interrogatoire serré. Il est indéniable qu'au-delà de l'apparent désordre dans lequel ils se sont propagés, les pillages d'Abidjan constituent une action collective pour une large part concertée, planifiée, politiquement construite et orientée. Un triste déjà-vu, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, puisque ce modus operandi caractérisait déjà les actions des jeunes patriotes en 2002, 2003, 2004, 2006 et 2007. Les victimes relatent qu'au cours des événements qui se sont déroulés à Yopougon, on pouvait lire au fronton de l'un des petits commerces pillés et occupés, la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, les magasins, les points de vente d'Atiéké, les marchés de bois de Yopougon, cible principale des violences et des pillages des jeunes patriotes, ont un seul dénominateur commun, selon eux, être tenus par des immigrés. Maliens, Burkinabés, Mauritaniens, Nigériens, ainsi que par les Ivoiriens du Nord, tous considérés comme des partisans d'Alassane Ouattara ou perçus comme tels.
l'occupation et la destruction des petits commerces étaient d'une telle ampleur que les victimes témoignent de la quasi-impossibilité de se procurer des produits de consommation entre la fin du mois de mars et l'arrestation de M. Gbagbo. On retrouve la même origine ethnique dans les attaques et dans les violences systématiques perpétrées par les jeunes patriotes au détriment des Ivoiriens du Nord. Chauffeurs de taxi Woro-Woro, propriétaires de véhicules de type minicar, ce qu'on appelle les GACPA, propriétaires de commerces liés aux pièces détachées automobiles et de la quasi-totalité de garages automobiles de Yopougon. Plusieurs d'entre eux ont été battus, torturés, brûlés vifs. Leurs magasins pillés, aspergés d'essence et incendiés. Leur seule faute, être facilement identifiables comme Ivoiriens du Nord à cause du secteur dans lequel ils travaillaient. On comprend pourquoi, dans son fameux discours du 24 février 2011, Charles Blé Goudé appelle les jeunes patriotes à trouver et à chasser tout étranger du territoire ivoirien. Les 4 millions de Burkinabés, les Ghanéens, les Maliens, qui depuis plusieurs générations vivent et travaillent en Côte d'Ivoire, tout comme les Ivoiriens du Nord, qui portent des noms identiques, ne sont pas des Ivoiriens. Ils sont l'étranger qui usurpe leur terre, qui occupent leur poste de travail et qui essaient de conquérir le pouvoir politique. Le retour sur la scène politique d'Alassane Ouattara, qui le voit gagnant sur le FPI de Laurent Gbagbo, transforme en action les discours extrêmes de M. Blé Goudé. Alassane Ouattara incarne parfaitement l'idée avec laquelle les jeunes patriotes ont été endocrinés. L'étranger venu du Burkina a usurpé le pouvoir, veut éliminer Gbagbo, occuper la terre des Ivoiriens à l'aide des Nations Unies et des anciens colonisateurs. Le terrain étant balisé, M. Blé Goudé n'a qu'à déclencher les violences. Dans le 27e rapport du secrétaire général sur l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, on lit, je cite, « Après que M. Blé Goudé a appelé les jeunes patriotes en février à trouver les étrangers à Abidjan et dans le reste du pays, il a été signalé que de nombreux ressortissants de pays d'Afrique de l'Ouest avaient été victimes d'agressions, pour certains enlevés ou brûlés vifs, et que de commerces appartenant à des étrangers avaient été mis à sac et pillés à Abidjan. Les maisons des opposants politiques de M. Gbagbo à Abidjan ont été marquées pour signaler l'appartenance ethnique de ce dernier. Depuis la mi-décembre, plus de 434 assassinats, au moins 520 cas d'arrestation et détention arbitraire, parfois accompagnés d'actes de torture, et au moins 72 disparitions ont été signalées. Fin de citation. Orateur brillant, doté d'un charisme incontestable, M. Blé Goudé a su mobiliser les jeunes patriotes prêts à obéir à ses ordres visant à chasser les étrangers, perçus comme pro-Ouattara, et à exécuter ses ordres de façon rapide et efficace pour défendre M. Gbagbo à tout moyen. Il a notamment utilisé des techniques oratoires variées, dont une rhétorique xénophobe incitant à la haine contre les civils de certaines ethnies, considérés comme n'étant pas des vrais Ivoiriens ou comme complices des étrangers. Ainsi, l'ordre de dénoncer les étrangers doit être entendu au sens plus large comme englobant pas seulement les non-ivoiriens,
mais également toute personne qui pouvait paraître comme ne vivant pas de façon habituelle dans certains quartiers et qui était identifiée selon certains critères. La façon de s'exprimer, la façon dans laquelle elles étaient habillées, ou encore le fait d'apporter des amulettes. Cet ordre ne signifiait pas seulement de les conduire dans un commissariat de police, mais également de les dénoncer aux différentes hiérarchies établies au niveau des barrages. Lors de ce procès, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, les victimes que je représente contribueront à l'établissement de la vérité en fournissant leur point de vue sur les événements récents de la Côte d'Ivoire, à travers le récit de leurs histoires personnelles, en apportant leurs explications quant au contexte culturel et politique, en expliquant l'impact des événements sur leur vie, à travers le récit des préjudices qu'elles ont subis. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, il serait erroné de dire que les victimes n'ont aucune attente. Elles n'en ont que de légitimes, à l'instar de ce que tout individu a à l'égard d'une cour de justice. Les victimes attendent que la justice un jour soit rendue. Les victimes attendent que la vérité soit faite sur les exactions commises, pour que leur souffrance d'aujourd'hui puisse être apaisée, mais surtout pour que les crimes et les horreurs du passé ne se répètent pas dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Les victimes attachent à cette procédure une valeur importante, essentiellement pour 3 raisons. D'abord, elles estiment que la juridiction nationale n'a pas démontré être capable de mener à bien des enquêtes et des poursuites contre les auteurs allégués des crimes commis lors de la crise post-électorale. S'il est vrai que 2 des individus qu'elles estiment être responsables des crimes dont elles ont souffert sont aujourd'hui ici, devant vous, pour être jugés, plusieurs restent impunis et continuent de vivre dans les endroits où les victimes elles-mêmes résident. Deuxièmement, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, mise en place à l'issue de la crise, dont la mission principale constituait à œuvrer en toute indépendance à la réconciliation et au renforcement de la cohésion sociale entre toutes les communautés vivant en Côte d'Ivoire, n'a pas été, selon la plupart des victimes, à la hauteur des attentes. Troisièmement, la question des réparations pour les victimes reste une chimère. La Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire a été créée le 24 mars 2015. Le but de la Commission est celui de parachever la mission de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation et de répondre à l'impératif devoir de réparation qui incombe à l'État vis-à-vis des victimes. Au-delà de cette déclaration des principes, plusieurs questions sensibles restent ouvertes. Qui pourra effectivement bénéficier des réparations? Quelles ressources financières sont effectivement disponibles? En raison des échecs nationaux, tous les espoirs des victimes sont tournés vers la Cour, afin de pouvoir enfin connaître la vérité. Pour les victimes, le droit à la vérité est l'une des composantes du droit à la justice. Dans le processus de mise en œuvre de ce droit, les victimes ont un intérêt central à ce que l'issue de telle procédure apporte de la clarté au sujet de ce qui s'est effectivement passé et comble l'éventuel fossé qui pourrait perdurer entre l'établissement procédural des faits et la vérité elle-même.
Les victimes sont des acteurs indépendants des procédures qui se déroulent devant cette Cour. Leurs préoccupations diffèrent de celles de l'accusation, n'en déplaise à la défense. Elles veulent utiliser ce droit qui leur est garanti de contribuer à la recherche et à l'établissement de la vérité. Ce processus passe par la prise de parole, le partage des faits vécus, la reconnaissance des préjudices qu'elles ont subis et des crimes qui en sont à l'origine. Le choix des victimes de demander à participer à la procédure est avant tout une démarche individuelle, permettant à chacune d'entre elles de transmettre une partie de leur histoire et de leur connaissance des événements. Ainsi, tout au long de cette procédure, j'essayerai de vous transmettre les préoccupations individuelles et uniques exprimées par chacune des victimes que je représente. Car nous devons tous garder à l'esprit que l'histoire que nous allons tous ensemble essayer de retracer au sein de ce forum ne reflète pas seulement le passé, mais aussi le présent et le futur. En définitive, rappelons-nous tout au long de ce procès que ce sont les victimes qui sont au cœur de la procédure. Elles en sont la triste raison d'être. Ainsi, derrière les termes juridiques et techniques que chaque participant sera amené à utiliser, n'oublions pas que de centaines de femmes, d'hommes et enfants sont attentifs à l'évolution de ces procédures. Je peux vous assurer que le fait pour les victimes d'être représentées aujourd'hui et de pouvoir exprimer leur voix dans les procédures constitue en soi un élément de ce que l'on peut qualifier de réparation au sens général du terme et concrètement participe à leur lutte quotidienne pour rétablir le cours de leur vie, ou plutôt la continuer, en devant tenir compte de ce qu'ils ont subi et qui fait désormais partie de leur histoire. Je vous remercie. Thank you very much, Mrs. Masida. Merci beaucoup, Maître Masida, pour les représentants légaux des victimes. Merci également d'avoir été concise et d'avoir terminé votre présentation des faits en 50 minutes, ce qui, d'une certaine façon, répond également à ce qui a été soulevé hier par la défense concernant les différentes positions ou la position en tant que deuxième procureur, pas du représentant légal. Je dirais que ce n'est pas la même chose, ce n'était pas ainsi parce que le procureur a eu 6 heures alors que le représentant légal des victimes, qui représente plus de 700 victimes, a fait sa présentation en 50 minutes et je pense qu'elle a vraiment donné les éléments importants concernant les points de vue et les préoccupations des victimes sans adopter la position de deuxième procureur. Et par ailleurs également, il est clair que les victimes, que les points de vue des victimes sont plus connus par le bureau du procureur que par la défense. Bien, ça c'est autre chose. En tout état de cause, bien, je lève l'audience jusqu'à lundi 9h30, heure à laquelle la parole sera donnée à la défense. Et nous aurons lundi et mardi pour la défense. Mais je dirais que nous avons toute la journée de lundi et également mardi. Donc ce n'est pas soit lundi, soit mardi. Nous commençons lundi et nous continuerons mardi. Donc nous aurons le premier témoin mercredi. C'est également pour que l'unité de protection des victimes et des témoins puisse s'organiser et savoir qu'ils ont vraiment une date d'arrêté, une journée d'arrêté et que ce n'est pas quelque chose, un concept flottant. Donc la réunion est levée.
Monsieur MacDonald, très brièvement, Monsieur le Président, dans la mesure où nous ne siégeons pas cet après-midi, je vais prendre contact avec mes collègues. C'est peut-être plus une question qui concerne le juge unique. Ce sont des points concernant la gestion de l'affaire dont on pourrait discuter cet après-midi, si vous êtes disponible. Le juge, oui, je le suis, bien entendu. Monsieur MacDonald, bien, je parlerai à mes collègues et je vous enverrai un courriel. Le juge président, oui. Monsieur MacDonald, donc à la Chambre, au juge. Le président voulait dire sur la question de Monsieur MacDonald interrompant, oui, la conduite des procédures en termes de gestion des cartes et de ce genre de choses. Le président, bien. Monsieur MacDonald, pour le premier témoin. Le président, bien. Monsieur MacDonald, merci. Le président, merci beaucoup. Donc, nous levons l'audience jusqu'à lundi 9h30. Malgré ce verdict, M. Gbagbo prête serment, garde le contrôle de la télévision publique, du siège du gouvernement, des locaux des différents ministères dans le quartier administratif du plateau. Ce maintien du pouvoir sans titre est dénoncé par l'opposition ainsi que par la communauté internationale. Dans ce bras de fer, le contrôle de la rue devient la ressource principale du jeu politique. D'autant plus que les multiples tentatives diplomatiques pour amener M. Gbagbo à céder pacifiquement le pouvoir s'avèrent vaines. Le rôle joué par les jeunes patriotes dans la vague de violence qui se déchaîne au cours de la crise post-électorale s'inscrit dans la continuité d'une décennie de crise dont j'ai rappelé les grandes lignes au début de ma présentation. Il s'ensuit que, contrairement à son caractère apparemment spontané, la mise en place des barrages et le pillage systématique n'est qu'un instrument politique, lucidement planifié, rapidement mis en place. Cela est aussi confirmé par la dynamique de prolifération des barrages, des pillages et des violences ciblées, survenant quelques heures après la tenue de la fameuse Assemblée générale de la Galaxie patriotique, le 24 février 2011 à Yopougon, dont l'accusation a relaté ce matin. Et c'est Charles Blé Goudet qui préside cette Assemblée. Il appelle les jeunes patriotes à leur rôle de cordon humain de sécurité du président Gbagbo, en les incitant à s'organiser en comité. Ces comités étaient destinés non seulement à empêcher le déplacement de l'ONUCI, perçu comme complice des forces anti-Gbagbo, mais également à trouver et à chasser les étrangers à Abidjan et dans le reste du pays. Vous avez déjà entendu cette citation. Vérifiez les entrées et les sorties de vos quartiers et dénoncez toutes les personnes étrangères qui viennent dans votre quartier. À la suite de ces mots d'ordre du leader, le phénomène des barrages se généralise aux alentours des fiefs électoraux de Laurent Gbagbo. Il gagne rapidement la commune de Yopougon, qui se transforme subitement en un gigantesque tamis. Des barrages sont dressés çà et là à partir de sacs de sable et de débris d'étal. Sans exception, les véhicules sont méticuleusement fouillés. Les passagers sont sommés de descendre à chaque checkpoint pour être palpés. Les sacs à main des passagers sont fouillés, les papiers d'identité contrôlés. Par ailleurs, les individus étrangers aux différents quartiers sont détectés et soumis à un interrogatoire serré. Il est indéniable qu'au-delà de l'apparent désordre dans lequel ils se sont propagés, les pillages d'Abidjan constituent une action collective pour une large part concertée, planifiée, politiquement construite et orientée. Un triste déjà-vu, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges.
puisque ce modus operandi caractérisait déjà les actions des jeunes patriotes en 2002, 2003, 2004, 2006 et 2007. Les victimes relatent qu'au cours des événements qui se sont déroulés à Yopougon, on pouvait lire au fronton de l'un des petits commerces pillés et occupés, la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, les magasins, les points de vente d'Atiéké, les marchés de bois de Yopougon, cible principale des violences et des pillages des jeunes patriotes, ont un seul dénominateur commun, selon eux, être tenus par des immigrés. Maliens, Burkinabés, Mauritaniens, Nigériens, ainsi que par les Ivoiriens du Nord, tous considérés comme des partisans d'Alassane Ouattara ou perçus comme tels. L'occupation et la destruction des petits commerces étaient d'une telle ampleur que les victimes témoignent de la quasi-impossibilité de se procurer des produits de consommation entre la fin du mois de mars et l'arrestation de M. Gbagbo. On retrouve la même origine ethnique dans les attaques et dans les violences systématiques perpétrées par les jeunes patriotes au détriment des Ivoiriens du Nord. Chauffeurs de taxi Woro-Woro, propriétaires de véhicules de type minicar, ce qu'on appelle les GACPA, propriétaires de commerces liés aux pièces détachées automobiles et de la quasi-totalité de garages automobiles de Yopougon. Plusieurs d'entre eux ont été battus, torturés, brûlés vifs. Leurs magasins pillés, aspergés d'essence et incendiés. Leur seule faute, être facilement identifiables comme Ivoiriens du Nord à cause du secteur dans lequel ils travaillaient. On comprend pourquoi, dans son fameux discours du 24 février 2011, Charles Blé Goudet appelle les jeunes patriotes à trouver et à chasser tout étranger du territoire ivoirien. Les 4 millions de Burkinabés, les Ghanéens, les Maliens, qui depuis plusieurs générations vivent et travaillent en Côte d'Ivoire, tout comme les Ivoiriens du Nord, l'Action nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire, a été créée le 24 mars 2015. Le but de la commission est celui de parachever la mission de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation et de répondre à l'impératif devoir de réparation qui incombe à l'État vis-à-vis des victimes. Au-delà de cette déclaration des principes, plusieurs questions sensibles restent ouvertes. Qui pourra effectivement bénéficier des réparations? Quelles ressources financières sont effectivement disponibles? En raison des échecs nationaux, tous les espoirs des victimes sont tournés vers la Cour, afin de pouvoir enfin connaître la vérité. Pour les victimes, le droit à la vérité est l'une des composantes du droit à la justice. Dans le processus de mise en œuvre de ce droit, les victimes ont un intérêt central à ce que l'issue de telle procédure apporte de la clarté au sujet de ce qui s'est effectivement passé et comble l'éventuel fossé qui pourrait perdurer entre l'établissement procédural des faits et la vérité elle-même. Les victimes sont des acteurs indépendants des procédures qui se déroulent devant cette Cour. Leurs préoccupations diffèrent de celles de l'accusation, n'en déplaise à la défense. Elles veulent utiliser ce droit qui leur est garanti de contribuer à la recherche et à l'établissement de la vérité. Ce processus passe par la prise de parole, le partage des faits vécus, la reconnaissance des préjudices qu'elles ont subis et des crimes qui en sont à l'origine. Le choix des victimes de demander à participer à la procédure est avant tout une démarche individuelle, permettant
à chacune d'entre elles de transmettre une partie de leur histoire et de leur connaissance des événements. Ainsi, tout au long de cette procédure, j'essayerai de vous transmettre les préoccupations individuelles et uniques exprimées par chacune des victimes que je représente. Car nous devons tous garder à l'esprit que l'histoire que nous allons tous ensemble essayer de retracer au sein de ce forum ne reflète pas seulement le passé, mais aussi le présent et le futur. En définitive, rappelons-nous tout au long de ce procès que ce sont les victimes qui sont au cœur de la procédure. Elles en sont la triste raison d'être. Ainsi, derrière les termes juridiques et techniques que chaque participant sera amené à utiliser, n'oublions pas que des centaines de femmes, d'hommes et enfants sont attentifs à l'évolution de ces procédures. Je peux vous quartier et qui étaient identifiés selon certains critères. La façon de s'exprimer, la façon dans laquelle elles étaient habillées, ou encore le fait d'apporter des amulettes. Cet ordre ne signifiait pas seulement de les conduire dans un commissariat de police, mais également de les dénoncer aux différentes hiérarchies établies au niveau des barrages. Lors de ce procès, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, les victimes que je représente contribueront à l'établissement de la vérité en fournissant leur point de vue sur les événements récents de la Côte d'Ivoire, à travers le récit de leurs histoires personnelles, en apportant leurs explications quant au contexte culturel et politique, en expliquant l'impact des événements sur leur vie, à travers le récit des préjudices qu'elles ont subis. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, il serait erroné de dire que les victimes n'ont aucune attente. Elles n'en ont que de légitimes, à l'instar de ce qu'est tout individu a à l'égard d'une cour de justice. Les victimes attendent que la justice un jour soit rendue. Les victimes attendent que la vérité soit faite sur les exactions commises, pour que leur souffrance d'aujourd'hui puisse être apaisée, mais surtout pour que les crimes et les erreurs du passé ne se répètent pas dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Les victimes attachent à cette procédure une valeur importante, essentiellement pour trois raisons. D'abord, elles estiment que la juridiction nationale n'a pas démontré être capable de mener à bien des enquêtes et des poursuites contre les auteurs allégués des crimes commis lors de la crise post-électorale. S'il est vrai que deux des individus qu'elles estiment être responsables des crimes dont elles ont souffert sont aujourd'hui ici, devant vous, pour être jugés, plusieurs restent impunis et continuent de vivre dans les endroits où les victimes elles-mêmes résident. Deuxièmement, la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, mise en place à l'issue de la crise, dont la mission principale constituait à œuvrer en toute indépendance à la réconciliation et au renforcement de la cohésion sociale entre toutes les communautés vivant en Côte d'Ivoire, n'a pas été, selon la plupart des victimes, à la hauteur des attentes. Troisièmement, la question des réparations pour les victimes reste une chimère. La commission qui porte des noms identiques ne sont pas des Ivoiriens. Ils sont l'étranger qui usurpe leur terre, qui occupe leur poste de travail et qui essaie de conquérir le pouvoir politique. Le retour sur la scène politique d'Alassane Ouattara, qui le voit gagnant sur le FPI de Laurent Gbagbo, transforme en action les discours extrêmes
de M. Blé Goudet. Alassane Ouattara incarne parfaitement l'idée avec laquelle les jeunes patriotes ont été endocrinés. L'étranger venu du Burkina a usurpé le pouvoir, veut éliminer Gbagbo, occuper la terre des Ivoiriens à l'aide des Nations Unies et des anciens colonisateurs. Le terrain étant balisé, M. Blé Goudet n'a qu'à déclencher les violences. Dans le 27e rapport du secrétaire général sur l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, on lit, je cite, « Après que M. Blé Goudet a appelé les jeunes patriotes en février à trouver les étrangers à Abidjan et dans le reste du pays, il a été signalé que de nombreux ressortissants de pays d'Afrique de l'Ouest avaient été victimes d'agressions, pour certains enlevés ou brûlés vifs, et que de commerces appartenant à des étrangers avaient été mis à sac et pillés à Abidjan. Les maisons des opposants politiques de M. Gbagbo à Abidjan ont été marquées pour signaler l'appartenance ethnique de ce dernier. Depuis la mi-décembre, plus de 434 assassinats, au moins 520 cas d'arrestation et détention arbitraire, parfois accompagnés d'actes de torture, et au moins 72 disparitions ont été signalées. Fin de citation. Orateur brillant, doté d'un charisme incontestable, M. Blé Goudet a su mobiliser les jeunes patriotes prêts à obéir à ses ordres visant à chasser les étrangers, perçus comme pro-Ouattara, et à exécuter ses ordres de façon rapide et efficace pour défendre M. Gbagbo à tout moyen. Il a notamment utilisé des techniques oratoires variées, dont une rhétorique xénophobe incitant à la haine contre les civils de certaines ethnies, considérés comme n'étant pas de vrais Ivoiriens ou comme complices des étrangers. Ainsi, l'ordre de dénoncer les étrangers doit être entendu au sens plus large comme englobant pas seulement les non-ivoiriens, mais également toute personne qui pouvait paraître comme ne vivant pas de façon habituelle dans certains